Elle me dit, mais Clémence, qu'est-ce que vous venez faire dans Koh-Lanta? Vous allez vous faire bouffer en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur les Koh-Lanta? On va en prendre 16, mais malheureusement tu vas faire partie des 4 qui vont pas partir parce que tu es remplaçante. J'ai vécu un échec dans le tennis. Par contre, je suis persuadée que ça a été une formidable école de la vie. Je sers derrière le bar encore aujourd'hui et ça ne me pose aucun problème, mais c'est quelque chose qui me relie à la réalité. On me laisse le choix de danser avec un homme ou une femme. J'ai envie de danser avec une femme et aujourd'hui je me sens plus normande que ariégeoise. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez, bienvenue sur Destin Normand. Destin Normand, c'est le podcast du CMIS. Le CMIS, c'est le campus des métiers de l'image et du son. Nous recevons une personnalité, un destin hors du commun tous les 15 jours. Et aujourd'hui, je suis très fier de recevoir Clémence Castel. Clémence, elle a gagné 2 fois Koh-Lanta, elle a participé plusieurs fois d'ailleurs, elle a participé à plein de choses. C'est une aventurière, c'est une sportive, c'est une working girl comme on appelle ça. Bonjour Clémence. Bonjour Bruno. Comment ça va? Très bien, je suis ravie d'être ici, je suis impressionnée par les locaux, j'ai été très bien reçue. Merci beaucoup en tout cas, merci de nous rejoindre ici, merci d'avoir répondu positivement très rapidement. Je suis vraiment très content de t'avoir ici aujourd'hui. Alors, on va défiler un petit peu, du début jusqu'à aujourd'hui, cette vie ô combien palpitante. Et le terme est faible encore, je pense. Comment ça se passe? C'est comment l'enfance de Clémence Castel? Alors moi, j'ai grandi, alors non pas en Normandie, mais dans le sud de la France, en Ariège. Donc l'Ariège, pour situer, c'est dans les Pyrénées. Donc c'est un département où il y a le moins de personnes au kilomètre carré, donc c'est très rural. Très montagneux aussi, et j'ai grandi au contact de la nature et j'ai aussi fait beaucoup de sport, c'est-à-dire que j'ai commencé le tennis à 3-4 ans, dès que j'ai su marcher correctement. À 3-4 ans? Ouais, j'ai eu une raquette de tennis dans les mains et c'est un sport qui m'a pas quitté pendant une vingtaine d'années et qui m'a beaucoup appris. À partir de 6-7 ans, je jouais à peu près tous les jours et j'avais un rêve, c'était de devenir joueuse professionnelle de tennis. L'histoire fait que je n'ai pas atteint ce rêve. Tu as été classée? J'ai été classée, oui, j'ai été classée. J'ai été en sport-études. Donc, à partir de la seconde, j'étais en horaire aménagé. Dans les juniors, de catégorie junior, je faisais partie des 5 premières françaises. J'étais de la génération de Bartoli, notamment. Ah oui? Voilà. Donc, j'ai tutoyé le sport de haut niveau et le sport professionnel. Il m'a manqué une petite chose pour arriver à être vraiment professionnelle, alors au niveau physique, au niveau mental aussi. Mais j'ai rapidement vu, quand je me suis lancée sur le circuit professionnel, que ça allait être difficile pour moi de gravir cette marche-là qui me manquait. Donc après, je suis partie sur autre chose. Mais oui, j'ai été moins 15 au tennis, ce qui, pour les joueurs de tennis, ça peut parler un petit peu. Ça parle carrément même. T'étais comment à l'école? T'étais bonne élève ou... J'étais bonne élève et je pense que ça fait partie de mon caractère, c'est que je voulais pas faire de vagues, c'est-à-dire bien faire les choses. Donc je voulais, aux yeux de mes parents, être la jeune fille ou la petite fille sans problème. Donc j'ai toujours bien travaillé à l'école. J'étais très studieuse, je faisais en sorte de ramener de bonnes notes, de faire du sport, voilà, de paraître, en tout cas de pas causer de soucis à mes parents, qui eux-mêmes étaient commerçants et qui avaient une vie très chargée. Les filles sont plus studieuses, hein. Je te dis ça parce que j'ai reçu 2 premiers invités dans ce podcast Destin Normand. Les 2 premiers, j'ai posé la question, c'était comment l'école? À nous, les études nous ont poursuivis plus qu'autre chose, quoi. Ouais. Tu vois, c'était... Ouais. Donc tu es la première à me dire, voilà moi j'étais studieuse, j'étais une bonne élève, etc. J'étais bonne élève, j'étais du style à apprendre par cœur et très jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire plus que ce qu'on me demandait. Donc que ce soit dans le tennis, quand j'avais fini l'entraînement, j'allais refaire un footing après. Dans les études, je voulais absolument tout connaître par cœur. Et j'ai ce besoin de maîtriser quand même un minimum les choses. D'accord. Voilà. Ah oui, là effectivement, je te confirme, j'ai pas connu ça encore ici. Donc voilà. Donc, on parle de tes études de sport. Donc c'est STAPS, c'est ça? Oui, une fac de sport à Toulouse. Alors en fait, j'ai eu mon bac. Alors, ça a forgé mon caractère parce qu'il faut savoir qu'en sport-études, je devais faire mes années lycée en 4 ans au lieu de 3 parce qu'on avait des horaires aménagés et qu'on avait moins d'heures de cours. Et moi, faire 4 ans de lycée, ça me disait trop rien, donc je me suis dit, je vais en faire qu'à ma tête, c'est-à-dire que je vais décider de passer mon bac au bout de 3 ans.
même si j'ai pas tous les cours qu'il faut et que je connais pas tout, au moins ce que je vais voir en cours, je le saurai par cœur. Ouais. Et puis on va essayer de miser sur la chance et essayer de tomber sur des sujets que je connais. Et j'ai eu mon bac en 3 ans, donc je l'ai passé en candidate libre. C'était une sorte d'aventure aussi déjà. Et j'ai eu mon bac avec mention assez bien en n'ayant que la moitié du programme de terminale. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment hors du commun. Donc l'esprit aventurier, chez toi, c'est un adage, quoi. Oui, je pense que ça fait partie de moi depuis le départ. Faut savoir que quand on est passionné de sport et qu'on fait ses études, que ce soit au collège, au lycée, ou même plus tard, et qu'il faut arriver à conjuguer les 2 emplois du temps, déjà, ça demande une organisation. Et ça veut dire aussi croire en soi, c'est-à-dire que j'aménage du temps et j'organise mon emploi du temps pour avoir des heures pour me consacrer à ma passion et me consacrer à mon objectif. Donc ça, je l'ai eu très très tôt dans ma vie. Quand j'ai décidé de passer le bac en 3 ans au lieu de 4, je l'ai fait aussi. Je me suis dit, je l'ai décidé, donc je vais essayer d'y arriver. Ouais. Donc après, grâce à ça quand même, j'ai eu le Graal, c'est-à-dire que mes parents m'ont laissé pendant une année faire que du tennis. C'était un petit peu le deal avec mes parents. Ils m'ont dit, si tu arrives à gagner une année en ayant ton bac un petit peu plus tôt, on te laissera faire une année de tennis. Enfin voilà, tu as notre feu vert et on mettra en place ce qu'il faut pour que tu puisses te lancer dans le tennis et voir comment ça se passe. Et c'est sur cette année-là que j'ai vu qu'il me manquerait certaines choses. J'ai essayé d'être très honnête avec moi-même et objective. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment arriver à gagner ma vie grâce à cette passion-là ? Et la réponse, à un moment donné, ça va être difficile. Donc j'ai repris mes études après en fac de sport. Voilà. D'accord. En ayant ce statut de sportive de haut niveau, mais j'ai repris mes études. Papa, maman sportif ou pas du tout ? Pas trop. Papa, maman, plutôt fumeur. Donc, vraiment... Mais par contre, un grand frère qui a 4 ans de plus que moi et que j'ai toujours eu à cœur de suivre. C'était un peu mon exemple et lui est très sportif. D'accord. Ok, il était devant toi et donc toi tu disais, je fais la même chose. Mais d'ailleurs, il faisait du tennis et c'est aussi pour ça que je me suis lancée là-dedans. Génial, impeccable. Ouais. Donc là, on est au Toulouse, Foix, Toulouse, etc. etc. C'est l'Ariège. Exactement. Donc on arrive 19, 20 ans. Donc je fais ma première année en fac de sport, ça se passe bien, des bonnes notes, comme à mon habitude, j'ai envie de dire. Et j'avais quand même cette frustration de ne pas avoir atteint mon rêve dans le tennis, parce que c'était un vrai rêve de petite fille. Donc je me suis dit, il faut me faire à l'idée, et il faut que j'arrive à me lancer à un nouveau défi. Et l'été qui s'est passé entre ma première et ma deuxième année de fac de sport, j'ai vu Koh-Lanta à la télé, donc j'avais 19 ans. Et je me suis dit, ça peut être un truc qui peut être pas mal à faire pour arriver à me remettre en selle et me prouver à moi-même que je suis capable de faire de belles choses en dehors du terrain de tennis. Alors, tu m'as squeezé ma question. Comment, à 19 ans, tu peux avoir cette impulsion de te dire, moi, je veux faire ça, quoi. Ouais, mais c'est parce que je l'ai vu à la télé, parce que c'était une des seules émissions aussi que regardait mon papa et qu'on a toujours envie de briller aux yeux de ses parents. Et je me suis dit, il y a de la compétition, ça va me permettre de faire un voyage. Moi, à l'époque, j'étais étudiante, donc j'avais pas d'argent. Donc, je vais avoir un voyage à l'autre bout du monde sur une île paradisiaque, c'est cool. Et puis surtout, je vais essayer d'effacer un petit peu cette frustration et essayer de me prouver à moi-même que je suis capable... Alors, de la gagner peut-être pas, mais d'avoir un beau parcours et d'être fière de moi dans une aventure comme ça. Donc j'ai pris mon stylo, j'ai pris ma feuille et il fallait écrire une lettre de motivation. Donc j'ai écrit ma lettre de motivation. Incroyable. J'ai embrassé la lettre avant de la mettre dans la boîte aux lettres. Et je me suis dit... ça y est. Peut-être que. Et après, j'ai appris qu'il y avait 25 000 personnes qui avaient fait pareil que moi. Et là, je me suis dit, ça va être compliqué d'être sélectionnée. Pardon, 25 000 ? Oui. Et aujourd'hui, je crois que c'est autour de 35-40 000 des personnes qui postulent pour participer à Koh-Lanta, c'est-à-dire pour souffrir. Ça peut paraître incroyable. Mais, 25 000 personnes. Tu as su plus tard comment toi tu avais été convoqué, retenu Alors je pense que déjà ma lettre était très sincère. C'est-à-dire que j'ai expliqué tout mon parcours et j'ai expliqué pourquoi j'avais envie d'y aller. Et j'ai dit, j'ai vécu un échec dans le tennis. Par contre, je suis persuadée que ça a été une formidable école de la vie, parce que sur un terrain de tennis, on est seul. Il faut se débrouiller par soi-même. Je suis allée faire des tournois toute seule partout en Europe. Donc, après une aventure comme Koh-Lanta, ça demande ces qualités-là. Donc, je me dis, je peux bien me débrouiller. Donc, j'ai écrit tout ça dans cette lettre et j'y ai mis aussi du cœur.
Et donc, ils m'ont rappelé. Ils ont vu que j'avais un fort accent du Sud, qui est un petit peu parti, qui reste un petit peu, mais à l'époque, j'étais... Il y a encore des petits trucs. Il y a encore un petit peu d'accent, mais à l'époque, c'était très prononcé. Et sur un casting comme ça, il faut rentrer dans des cases et il faut croire que je rentrais dans une case de jeune sportive qui a beaucoup de choses à prouver. Alors, on va en parler de ce Koh-Lanta parce que c'est indéniable, ça fait partie de ta vie aujourd'hui. Quand tu arrives sur le casting de Koh-Lanta, il y a des étapes à franchir. Oui, effectivement, le casting dure sur la longueur 3-4 mois. Alors, pas tous les jours, évidemment, mais il y a des phases où il ne se passe rien. Mais en tout, ça a dû se dérouler entre septembre et décembre, où on a des coups de fil. D'accord. Ils apprennent à nous connaître mieux. Il y a les castings en physique, c'est-à-dire qu'on va sur Paris et on est face à un jury. Donc ça, on passe 2 fois devant un casting, un jury qui décide, dont Alexia Laroche-Joubert. Donc ça met un petit peu la pression. Et puis ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, ils nous disent de 25 000, vous n'êtes plus que 10 000, vous n'êtes plus que 5 000, vous n'êtes plus que 1000. Après, on passe les tests physiques et médicaux, vous n'êtes plus que 50. On fait le dernier passage devant le jury. Et après, plus rien. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont plus donné de nouvelles. Et ils m'ont rappelé. Et ils m'ont dit, tu fais partie des 20 derniers. Donc là, j'y croyais à fond. On va en prendre 16, mais malheureusement, tu vas faire partie des 4 qui ne vont pas partir parce que tu es remplaçante. Ah oui, d'accord. Je ne savais pas ça. Donc là, c'était une grosse déception parce que quand on a fait tout le processus, on y croit de plus en plus. Donc j'étais forcément déçue. Et il se trouve qu'il y a une personne, une femme, qui devait avoir un petit peu mon profil, qui n'a pas pu se libérer par rapport à son travail, parce qu'il faut quand même pouvoir se libérer 2 mois. Bien sûr. Quand on a un travail, c'est compliqué. Et voilà, elle n'a pas pu se libérer pour le temps imparti, et puis elle a été repêchée. Donc il y a eu un petit facteur chance là quand même. Oui, il y a un petit facteur chance, oui. Ou le destin, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ouais, mais ça me va bien le destin, tu sais. Ça me va bien. Ouais. Et donc là, tu fais partie des 16. Oui. Sur 25 000 personnes. Oui. Donc déjà, c'est une victoire. C'est une victoire. Et là, on se dit, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas avoir de regrets. Et c'est toujours quelque chose qui m'a suivi, que ce soit dans le tennis ou dans Koh-Lanta ou dans ma vie professionnelle. Il faut oser faire les choses et oser se lancer. Mais par contre, il faut essayer de les faire bien. Et quand le train de l'opportunité passe, il faut y aller à fond. Et comme ça, si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas, on n'a pas de regrets. On aura fait tout ce qu'on a pu pour y arriver. Aller jusqu'au bout. Et c'est ça. C'est ça, hein. Exactement. On en parlera tout à l'heure. Donc, et comment ça se passe les débuts à Koh-Lanta? Tu arrives, vous prenez tous l'avion, vous partez tous sur cette île, vous ne savez pas où vous arrivez Alors déjà, la première marche, c'est déjà le trajet. Parce qu'il faut savoir qu'entre candidats, on n'a pas le droit de se parler pour pas que le jeu ne commence avant que le tournage ait débuté. Alors on est 2 par 2 et on a ce qu'on appelle une nounou, c'est-à-dire quelqu'un de la production qui voyage avec nous et qui se met entre nous deux. Enfin, j'étais avec un autre candidat et elle se met au milieu. Donc c'était en Nouvelle-Calédonie, donc on avait 2 vols très longs. Ouais. Donc je sympathise avec cette personne de la production, on discute, je lui parle de mon parcours, de tout ça. Et ça ne m'a pas rassurée parce qu'à la fin du dernier vol, elle me dit, mais Clémence, qu'est-ce que vous venez faire dans Koh-Lanta? Vous allez vous faire bouffer en fait. C'est-à-dire que comme moi j'ai plutôt un tempérament gentil et un tempérament assez doux, ouais. Je lui ai expliqué pourquoi je voulais participer. Elle m'a dit, faites attention à vous parce qu'en face de vous, vous allez avoir des personnes, des hommes et des femmes très entraînés, qui ont les dents longues et qui ne vont pas vouloir toujours vous faire du bien. C'est-à-dire que c'est une compétition. Moi, à la base, ça ne me faisait pas peur, mais cette phrase, elle m'a quand même surprise. Et ce qui fait que je suis restée sur mes gardes, mais après, j'ai quand même vécu mon aventure à fond. Et finalement, c'est moi qui ai gagné à la fin. Non, mais c'est ça, voilà, on en est là, mais... Comment quelqu'un peut te dire faites attention, vous allez vous faire bouffer quoi? Et j'ai envie de dire, c'était un peu la remarque de mes parents quand je leur ai dit j'ai envie de m'inscrire. Ils m'ont dit fais attention à toi parce que ça va pas être facile. Bah, si c'était facile, c'est ça. J'irais. Mais par contre, moi, j'étais consciente de mes qualités et j'y suis allée quand même et ça m'a pas découragée. Bon, alors. Il y a toutes ces étapes qui passent dans Koh-Lanta et quasiment tout le monde a regardé au moins une fois Koh-Lanta. C'est quoi les pires souvenirs? Alors, le pire dans Koh-Lanta, c'est le manque de nourriture, enfin pour moi. Parce que ça va influencer notre manière de penser. Forcément, on va avoir moins d'énergie, le moindre effort. On a l'impression de faire un marathon alors qu'on a juste 200 mètres à faire.
Donc c'est très difficile et c'est là que le mental prend le relais. Ouais. Et c'est là que pour moi le tennis m'a beaucoup aidé parce que sur un terrain de tennis, tant que la balle de match n'est pas jouée, c'est ni gagné ni perdu, il faut continuer à s'accrocher. Donc là c'est pareil, sur un Koh-Lanta, on est face à soi-même, donc c'est beaucoup de moments aussi où il faut prendre des décisions que par soi-même parce que les autres, on ne sait pas si ce sont des alliés ou pas, c'est difficile à arriver à jauger ça et à juger ça. Mais le plus difficile, c'est le manque de nourriture et d'arriver à garder un état d'esprit positif et puis un comportement à peu près stable. Parce que quand on a faim, qu'on n'a pas mangé et qu'on n'a pas dormi, on a tendance des fois à avoir une humeur un petit peu fluctuante. Bien sûr. Et pour arriver au bout, il faut quand même garder ses nerfs et garder un certain sang-froid. Donc c'est ça qui est difficile. Tout le monde se regarde, les candidats, tout le monde se regarde, tout le monde s'observe, tout le monde se dit qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va... Moi, une de mes qualités, je pense, dans mes Koh-Lanta, c'est, à part sur le dernier, c'est d'être arrivé à juger les gens de façon assez juste et de me dire, celui-là, je ne peux pas lui faire confiance. Ouais. Par contre, cette personne-là, je décide de lui faire confiance et puis on verra si je me trompe. Mais voilà, sur la plupart des décisions que j'ai eu à prendre de ce côté-là, j'ai eu plutôt le nez fin. Donc on a parlé du manque de nourriture. Oui. On perd du poids. Oui. Et je ne suis pas costaud, de base. C'est ce que j'allais te dire, t'es toute fine. T'as perdu combien sans indiscrétion ? Les 2 fois où je suis allée au bout, j'ai perdu 10 kilos, sachant que je fais une 50aine de kilos. Donc, je suis rentrée assez maigre, on peut le dire. 10 kilos en combien de temps ? En 40 jours, en moyenne. Des fois, c'est 42, des fois, c'est 38. Donc, c'est compliqué. Et puis, des personnes, par exemple, des hommes qui vont avoir un petit peu plus à perdre, ils peuvent perdre 15, 17, 18 kilos sur ce temps-là. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment... manque de nourriture, on l'a vu. Le temps, peut-être. La pluie. Oui. Des fois, on peut avoir froid, bizarrement, alors qu'on est sur une déserte. Mais c'est vrai que quand on est en pleine nuit, qu'on n'a pas encore le feu et qu'il se met à pleuvoir et qu'on n'a pas encore de cabane vraiment digne de ce nom parce que c'est le début, on est trempé. Et là, je me suis retrouvée, c'était mon 3e Koh-Lanta, c'était en 2018, à dormir... mais vraiment serré, alors hommes, femmes, peu importe, on s'en fiche. Ouais, toute l'équipe, on était 10 là en l'occurrence, on a dormi un peu comme des animaux en fait. Après c'est l'instinct de survie qui prime et puis on a tous dormi les uns collés aux autres alors qu'on ne se connaissait pas la veille. Donc impressionnant. Ça rapproche. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et alors, j'ai vu que tu en parlais souvent, parce que j'ai quand même bossé un petit peu mon truc, et j'ai vu le feu. Il ne faut pas qu'il s'éteigne. Non, faut pas et puis surtout, il faut arriver à le faire. Alors, je dois avouer que moi je n'ai jamais réussi à faire le feu. J'ai cette image d'aventurière, mais j'ai toujours laissé les autres faire le feu. Alors, j'ai pris part à frotter des bambous, etc. Mais le geste final pour arriver à faire le feu, je ne suis jamais arrivée à le faire. C'est vrai. Et puis, ça dépend beaucoup de l'environnement. Il y a des saisons où on le fait très rapidement parce que l'environnement est sec et il n'y a pas de souci. Là, en l'occurrence, au Fidji, en 2018, on a mis 9 ou 10 jours à le faire parce que tous les bambous étaient humides, l'air était très humide et c'était très difficile. C'est une consécration, en fait, quand tu arrives à faire le feu. Oui, et puis ça change beaucoup de choses. On se raccroche à de petites choses quand on est en survie. Et le feu est un élément central. C'est-à-dire que le feu, ça permet de se réchauffer, de ne pas manger cru. De dormir autour, d'éloigner les bêtes. Enfin, voilà, c'est des leçons de vie. Hein. Ah oui, vraiment. Et puis, on se découvre aussi sur une aventure comme Koh-Lanta. Bien sûr. Parce que même si j'étais habituée à la compétition, au tennis, et à me gérer, on apprend vraiment à se connaître dans la difficulté. Donc, d'accord. C'est une vraie leçon. Alors, on passe tous les détails que tout le monde connaît parce que tu en as beaucoup parlé, c'est normal. Et bravo encore. Il y a cette épreuve des poteaux au final. Et là, je me dis, comment tu peux tenir aussi longtemps sur... C'est le mental, quoi. C'est le mental. Alors, c'est une épreuve qui est géniale parce qu'elle ne va pas plus favoriser les hommes que les femmes. Il y a une vraie parité là-dessus. Et c'est vraiment le mental parce que c'est la dernière épreuve qui a une part de stress aussi parce qu'on se refait le film de tout ce qu'on a vécu, tous les efforts qu'on a fait pour en arriver là. Et c'est le moment fatidique, en fait, où il ne faut pas craquer. Donc, moi, les poteaux, je les ai fait 2 fois. La première fois, je les ai gagnés. La deuxième fois, je ne les ai pas gagnés. On m'a choisi, le vainqueur des poteaux m'a choisi à la fin pour participer à la finale. Mais c'est le mental qui prend le dessus. Et surtout, ne pas
ne pas trop arriver à la fois à s'évader, parce que pour faire passer le temps, il faut arriver à penser à des choses. Bien sûr. Mais ne pas perdre sa concentration, parce que la moindre perte de concentration peut nous faire tomber, en fait. J'ai vu que tu étais ailleurs, parce que sur les poteaux, à un moment, quand l'autre candidat cède, ouais. tu as un temps de réaction, tu le regardes et tu te dis ah bah tiens, et tout d'un coup, on voit la joie exploser. Ouais. Oui, c'est de la concentration. Alors moi, sur les 2 derniers Koh-Lanta, je me suis aussi préparée en faisant de la méditation. Et ça permet sur des épreuves longues comme ça, de s'évader un petit peu, mais à la fois de rester focus et consciente de mon corps, mais au niveau de l'esprit, de se dire, bon, bah, je pense à autre chose et je m'évade. Ouais. Si aujourd'hui je te demandais, parce que tu as participé 4 fois. 4 fois. Si aujourd'hui je te demandais, tu as gagné 2 fois quand même. Oui, c'est la moyenne. Et si aujourd'hui je te demandais, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur les Koh-Lanta? Ah oui, il y a 2 moments qui m'ont particulièrement marqué. Ce sont les poteaux, quand j'ai participé la première fois. C'est-à-dire que ça a été un moment où là j'avais 20 ans, où ça a été un peu une consécration et je me suis dit, bah, ça y est, après mon échec dans le tennis, parce qu'il y avait toute l'histoire derrière, bah, je suis arrivée à aller au bout de quelque chose et quoi qu'il se passe maintenant, bah, je suis sur les poteaux, j'espère que je vais gagner. Mais je suis allée au bout de cette aventure et je l'ai vécue du premier au dernier jour. Et tout ça, j'y ai pensé sur les poteaux et ça reste un moment important dans mon parcours pour ma confiance en moi, pour beaucoup de choses. Donc je pense à ça. Et je pense aussi, alors c'était en 2018, lors de ma 2e victoire, il y a une épreuve où on a des sacs et on doit faire un parcours du combattant. C'est une épreuve très difficile. Et il y a un de nos proches qui vient nous voir et qui nous fait la surprise d'être là. Et la récompense, c'est de passer une journée et une nuit avec ce proche-là. Et à ce moment-là, j'ai vu mon papa arriver, alors que c'est l'Ariégeois pure souche, c'est-à-dire que c'est un peu un ours. Il va être content, on le salue. Hein. Non, mais pour vous dire, il n'est même pas venu à la finale de mon premier Koh-Lanta. Monter à Paris, pour lui, c'était déjà un truc incroyable. D'accord. Donc là, il a fait le tour du monde pour moi. Il est venu aux Fidji. Il a pris 2 avions. Voilà, il a fait cet effort-là pour venir me voir. Et donc, ça a été un moment très fort pour moi. Et je lui ai dit des choses à ce moment-là que je ne lui avais jamais dit. Donc, tu vois, tout ça grâce à la... Quand je te dis ce qui t'a le plus marqué, tu me sors ça. Donc, on ressent encore ce positif à chaque fois. Quoi, oui, bien sûr. Hein, c'est toujours. Ouais. Quand tu gagnes ta première victoire Koh-Lanta, là, c'est un truc de dingue. Et quand tu arrêtes, quand tu reviens, parce que tu as été coupé du monde quand même pendant un certain temps, quand tu reviens, tu découvres tout ce brouhaha, tout ce monde, etc. Alors en fait, il faut savoir que l'émission, elle est tournée et elle est diffusée 3-4 mois après. Ah d'accord. Donc on rentre, et ce qui est dur par contre, c'est qu'on nous dit, vous ne devez rien dire à personne. Oui. Bon, moi j'avoue, je l'ai dit, j'avais besoin d'en parler. On rentre, en plus je savais, alors, on n'a jamais une certitude, mais je pressentais que j'avais gagné parce que les votes n'ont pas été donnés, ils ont été faits sur place, mais l'urne est ouverte après la diffusion. Donc j'avais une bonne raison de penser que j'avais gagné, donc il fallait que j'en parle à quelqu'un. Il se passe combien de temps là pour Il se passe 4 ou 5 mois entre le moment où on rentre et le moment où il y a la finale. Vraiment, c'est très long. C'est très long. Donc j'en ai parlé à mon cercle très proche et je savais très bien qu'il n'allait pas en parler à d'autres personnes. D'accord. On a aussi une psychologue qui nous suit après, parce que ça remue quand même, une aventure comme ça remue. Tu m'étonnes. et j'en parlais à la psy. Des fois, je restais 2 heures au téléphone avec elle parce qu'il fallait que je refasse le film, que je refasse le truc dans ma tête et pour digérer aussi tout ce que j'avais vécu. Et j'en ai parlé à mon cercle très proche. Et après, par contre, il y a la diffusion, il y a le début un peu de la notoriété. Donc, tu te vois pour la première fois à la télévision et là, tu te dis, c'est quoi cette histoire quoi donc, déjà, la première fois qu'on se voit à la télé, on ne s'aime pas. Enfin, moi, j'ai détesté. Après, je me suis entendue parler. Alors, effectivement, j'avais un très fort accent du Sud. J'ai détesté aussi. C'est un accent qui chante un peu. Oui, mais il était limite, j'étais sous-titrée. Hein. Voilà, après on a forcément un regard un peu critique sur sa propre image et après on s'habitue. Hein, voilà. Et je trouve par contre que dans Koh-Lanta, plus les jours avancent, plus on est beau parce que on bronze, on perd un peu de poids. Voilà. Donc après au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Mais au début, c'est vrai que c'est difficile de se voir.
Et après, il y a le côté notoriété. Et donc, tout d'un coup, d'un seul, donc victoire diffusée à l'écran, là, ça explose, ça pète de partout. Ouais. Et d'ailleurs, pour la finale, donc, qui est diffusée, qui est faite et tournée à Paris, donc toute l'aventure a été diffusée. Et la veille de la finale, j'étais à Paris avec ma maman et mon frère et ma sœur. Et on se dit, on va aller sur les Champs-Élysées, parce que moi, Paris, à l'époque, c'était déjà Bien sûr. quelque chose de magique. De magique, ouais. Et on va sur les Champs-Élysées et on a vu qu'on pouvait... Enfin, c'est là que je me suis aperçue de la puissance, de l'influence d'une émission comme ça. C'est qu'on est resté un quart d'heure sur les Champs-Élysées et après, on a dû partir parce que les gens venaient... voilà, c'était impressionnant. Mais toi, tu devais... Au début, on se demande ce qui se passe quand même. On se dit pourquoi ils sont... Oui, c'est ça. On se dit, moi, je n'ai pas changé. Il y a 3 mois, on ne venait pas me voir. Maintenant, on vient me voir. Et après, c'est quelque chose qu'on apprivoise. Et j'ai appris à l'apprivoiser parce que j'ai fait 4 Koh-Lanta, mais sur 16-17 ans. Ouais. Donc, les moments de diffusion, forcément, c'est un pic de notoriété, on va dire. Bien sûr. Et après, une fois que la diffusion se passe, ça redescend forcément. Puis, on refait un Koh-Lanta et ça revient. Donc ça, ouais, il faut savoir l'apprivoiser et en tirer parti aussi parce qu'il y a des choses, ça peut ouvrir aussi des portes et donner lieu à des opportunités qu'on n'aurait pas eues sans cette expérience-là. Tu as des moments où tu t'es senti gêné, oppressé, parce que tout le monde arrivait sur toi, tu as dû être évacué ou des choses comme ça? Il y avait ce fameux moment sur les champs parce que j'étais juste avec ma famille et voilà, et on s'est dit vaut mieux partir pour être tranquille. Après, non, c'est qui m'est arrivé souvent, voilà, qu'on me reconnaisse, mais on va dire 99% des gens sont très bienveillants et très sympas. Ouais. Donc voilà, si on veut faire une photo ou autre, il n'y a absolument aucun souci. C'est juste quand mes 2 grands garçons étaient plus petits, quand j'étais au parc par exemple, si je vois quelqu'un qui prend une photo sans me demander, qui a mes enfants dessus, là par contre... j'ai mon instinct de maman. C'est moche déjà. Voilà, j'ai mon instinct de maman qui prend attention. Ouais, non, mais et je dis juste, si tu veux une photo, parce que tu as regardé l'émission, que tu veux une photo, demande-moi, il n'y a aucun problème. Mais mes enfants, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et voilà. Bien sûr, évidemment. Voilà. Bon, très bien. Donc tu as appris à être connu. Oui. Au fur et à mesure. Mais à la fois, moi j'adore discuter, j'adore partager voilà, des expériences. C'est bien. Je m'intéresse aussi aux gens, donc quand on vient me voir, c'est toujours avec plaisir et voilà, ça m'a jamais pesé plus que ça. Alors, l'après Koh-Lanta, on va voir que tu en as fait 4, tu en as gagné 2, dont le retour des héros. Ça veut dire quand même que tu t'affrontes à des candidats qui ont tous gagné, quoi. Alors là, ils n'avaient pas tous gagné. Le pitch de l'émission, c'est qu'ils avaient tous une revanche à prendre pour une raison ou une autre. Ouais, enfin, ils sont costauds, voilà. quand même. Ils sont quand même, si on les a rappelés, c'est que voilà, ils méritaient d'être là. Et oui, et cette fois-là, parce que dans Koh-Lanta, il y a de la stratégie, forcément. Bien sûr. C'est pas mon point fort. Mais par contre, là, cette fois-là, je me suis rapprochée de personnes qui étaient très stratèges. Donc ma seule stratégie a été de les suivre. D'accord. et de m'allier à ces personnes-là, où je sentais quand même qu'il y avait des notions humaines et qu'on n'allait pas se trahir, en fait. Donc on allait avancer ensemble. Et moi, je leur ai dit, les stratégies, c'est votre truc. Moi, sachez que je voterai avec vous. Vous pouvez me faire confiance. Et ça a toujours été... Ma stratégie à moi, ça a été de dire, tant que je ne promets pas à quelqu'un quelque chose... Bon, même si on s'entend bien, le jeu, c'est comme au tennis, même si je joue contre ma meilleure amie, mon but va être de gagner. Donc, tant que je n'ai rien promis, je me permets de voter contre des gens parce que ça fait partie du jeu, malheureusement. Mais à partir du moment où je promets quelque chose à quelqu'un et que je lui promets ma loyauté et que je vote avec lui, par contre, quitte à perdre, je préfère honorer ma parole. Voilà. Ça a toujours été mon... Bravo. Tu peux être fier de ça, en tout cas. Entre candidats, ça se dégomme un petit peu quand même. On l'a vu dans des émissions. Ça peut arriver. C'est monté ou ça arrive? Ça arrive par la force des choses. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les conditions font qu'on est poussé à bout et que les humeurs peuvent être changeantes et qu'on est beaucoup plus à fleur de peau. Donc une personne qui va avoir un caractère bien trempé, avec la faim, le manque de sommeil, ce caractère va se révéler encore plus et ça donne lieu des fois à des conflits. Moi, j'ai toujours essayé d'éviter ça parce que c'est pas dans mon caractère. Mais je peux comprendre les personnes qui, à un moment donné,
perdent leurs moyens ou perdent leurs nerfs parce que les conditions sont difficiles. Mais c'est absolument pas scénarisé par contre. Très bien. Ça arrive tout seul. C'est bien de le savoir. Voilà. Koh-Lanta passe et on va passer à cette étape quand même. À un moment, il faut le dire, c'est Destin Normand. Tu arrives en Normandie. C'est ça, exactement. C'est là qu'on s'est connus, je crois d'ailleurs, oui, pas longtemps après. Donc là, tu reprends des affaires. Oui. Une ou deux affaires. Oui, deux avec le papa de mes enfants, Mathieu. Bien sûr. 100% normand, lui. 100% normand, lui. Donc là, tu t'installes, la petite famille, les enfants, les affaires de nuit, bar de nuit, etc. Il y a tout qui change, là. Tu deviens la working girl, là, d'un coup d'un seul. Oui, alors déjà, l'arrivée en Normandie, c'était une aventure. Hein. Bien sûr. Parce qu'on peut aussi vivre des aventures à l'autre bout du monde, mais on peut aussi les vivre en France Bien sûr. Et en osant faire les choses. Donc c'est vrai que l'idée des bars de nuit, elle est venue de Mathieu à la base, qui cherchait un associé pour monter un projet sur Saint-Lô, dans un premier temps. Et il ne trouvait pas d'associé, puis... Au fur et à mesure du temps, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. Moi, mes parents étaient commerçants, donc j'ai toujours baigné dans ces métiers-là de commerce. Ouais. Je lui dis, écoute, moi, j'y connais rien dans le bar, j'y connais rien dans la nuit parce que je suis sportive. Mais par contre, le côté commerce, ça m'attire. Pourquoi on ne le ferait pas ensemble? Et puis, on a ouvert notre premier établissement en 2008 à Saint-Lô. Exactement. C'est ça. Et donc, l'arrivée en Normandie, t'es choquée? C'est quoi? Pas choquée, parce que j'ai trouvé les Normands... Alors, c'est bête à dire, mais moi, venant du Sud, au-dessus d'une ligne Lyon-Bordeaux... Ah, c'est drôle, ça. Je te coupe juste 2 secondes. Jean-Baptiste Montes, qui est le patron de plusieurs carrefours dans la région, il vient de Bordeaux, et il disait... Au-dessus de la Garonne, au-dessus de la Loire, c'est le Nord. C'est ça. Pour moi, c'était le Nord, et puis les gens faisaient la tête, ils n'étaient pas chaleureux, etc. Ah non. Alors que quand je suis arrivée à Saint-Lô, ça m'a rassurée tout de suite, parce que j'ai bien vu que les gens étaient très sympas. Bienveillants. Et je dois dire que à la fois le sport, parce que je me suis inscrite au club de tennis naturellement de Saint-Lô, et c'est comme ça qu'on fait des rencontres. Bien sûr. Voilà. Et puis l'activité du bar où on rencontre beaucoup de monde, je n'ai pas senti ce fossé qu'on peut sentir des fois quand on arrive dans une région où on ne connaît personne. Ça s'est fait assez tranquillement. Oui, c'est fluide ici quand tu arrives. Hein, ça va. Je trouve, en tout cas. Ouais. Donc là, tu gères le bar, tu gères l'administratif, etc. Oui, alors il a fallu apprendre, parce que j'avais 23 ans et je n'y connaissais rien. Ouais, mais bon. Alors on a été conseillés par des personnes de confiance, dont toi, au tout début, je me rappelle. C'est vrai, je me rappelle aussi. Et on a essayé de prendre des conseils de personnes qui étaient déjà dans le métier. Et je me rappelle le premier soir quand on a ouvert, c'était un peu comme on dit dans le sud, la panade du service, parce qu'on était tous un peu novices. Et d'ailleurs, ta femme était venue nous aider. C'était la seule qui connaissait quelque chose. Ah, c'est vrai? Oui, je me rappelle même pas de ça. Si. D'accord, ok. Mais bon, et le premier soir, on me demande un Monaco. Mais moi qui ne bois quasiment pas d'alcool, je me suis retrouvée derrière le bar, je ne savais pas. On avait pensé à tout. On avait la déco, le concept... la carte avait été faite, mais comment on fait à Monaco, je savais. Donc j'ai vraiment appris sur le tas, et ça a été une belle aventure, et après on y prend goût. Voilà, c'est... D'accord. Donc ça te permet d'être un petit peu tranquille. Les enfants arrivent. Oui. Hein? Ouais. Louis, Marin, 2 beaux garçons. Et là, donc, tu prends à cœur ta vie de maman. Tout à fait. Parce que ça, je te connais un petit peu, et là, c'est hyper important. Oui, c'est important. Et puis, depuis qu'ils sont là, c'est vrai que j'ai été face à ces idées paradoxales de maman. C'est à la fois, j'avais envie de travailler, parce que je suis une bosseuse et je connais la valeur travail, et j'adore travailler. Quand on aime ce qu'on fait, on aime travailler. Bien sûr. Et à la fois, je sentais que ma place était auprès de mes enfants. Donc, il faut chacun arrive à trouver l'équilibre qui lui correspond. Et c'est pas évident en tant que maman, en tant que papa aussi, d'arriver à se dire je leur consacre assez de temps, j'en profite assez pour ne pas regretter. On ne sait pas où placer le curseur des fois. C'est difficile, et je pense qu'on est tous confrontés à ça. Oui, je te confirme. Et moi, ce que je me suis dit toujours, avec toujours la même façon de penser, j'ai pas envie de regretter, et surtout pas ma vie de maman et ma place auprès de mes enfants. Oui, mais bien sûr. Donc j'ai fait des concessions au niveau professionnel pour rester au maximum auprès d'eux. Et ça voulait dire ne plus être tout le temps dans les établissements qu'on gérait. Et ça a été un sacrifice. Après, c'est un choix que j'assume complètement. Bien sûr.
Et que j'assume encore aujourd'hui parce que c'est encore le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mes établissements, je n'y vais qu'un week-end sur 2. D'accord. Et je sais que ça tournerait mieux si j'y étais tout le temps. Bien sûr, mais les enfants sont toujours là. Ouais. Et pour le coup, moi qui te connais un petit peu, tu es resté relativement simple et abordable. Ouais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, permets-moi de te le dire. Ouais. J'en ai connu quelques-uns. Mais c'est à la fois le fait d'avoir un pied. J'ai toujours voulu garder un métier en dehors du côté médiatique et de l'audiovisuel. Bien sûr. Et ma part de réalité et de vraie vie, c'est dans mes établissements où je dois gérer, où je sers derrière le bar encore aujourd'hui et ça ne me pose aucun problème. Mais c'est quelque chose qui me relie à la réalité. Et j'ai eu la chance, il y a 2-3 ans, de faire Danse avec les stars. C'était diffusé le vendredi. Bon, il y a un vendredi où je perds parce que je suis plus à l'aise sur une île déserte que sur un parquet de danse. Donc je perds le vendredi. Dès le samedi, j'étais derrière mon bar et y a pas je ne vois pas de problème à ça. Et des fois, les gens me disent « Mais qu'est-ce que tu fais là derrière ton bar ?» Je dis « Ma place, elle est aussi là. » Et il n'y a pas de problème. Bravo, c'est top. Hein. Voilà. C'était en direct, ça, Danse avec les stars. Oui, c'était en direct. Donc, le vendredi soir... le vendredi, j'ai perdu. Tu perds. Le samedi, tu es au bar. Ouais. La classe. La classe, mais en même temps, la tête sur les épaules, quoi. Donc, Oui, parce que ça fait la vraie vie. Je donne vraiment beaucoup d'importance au fait de garder les pieds sur terre et en contact avec la réalité. Bon. C'est pour moi très important. Très bien. Aujourd'hui, donc tu as toujours tes affaires. Oui. Tu es devenue maman d'un 3e bébé. Oui. Colette. Oui. Il y a eu on va dire un changement de vie aussi personnel dont je parle non pas pour être un étendard ni un porte-drapeau, mais juste pour montrer que ça peut être possible et que tout va bien. Voilà. Très bien. Non, mais tout est rentré dans les mœurs. Et c'est bien, je l'ai vu que... Et j'aime bien quand tu dis je ne suis pas le porte-étendard, mais c'est bien de le dire, quoi. Juste le témoignage de ça peut bien se passer. Et j'ai eu des craintes par rapport à ce changement de vie parce qu'aujourd'hui, donc, je suis en couple avec Marie. Ouais. On salue Marie. Ouais. Et j'ai eu peur, surtout pour mes enfants, de me dire comment à l'école ça va être perçu, etc. Et au final, on voit que les mœurs, les mentalités ont changé et qu'il n'y a pas de problème. Mais justement, je pense que ne pas se cacher comme tu l'as fait, etc. Il y a plein de gens qui vivent un petit peu cachés, machin, on va pas... Et c'était bien de le faire comme ça, quoi. Après, il faut se sentir pour le faire, il faut l'assumer pleinement. Et quand j'ai accepté d'en parler, c'est que j'étais très à l'aise avec ça. Bien sûr. Et j'avais juste cette crainte, alors non pas par rapport à moi, parce que je savais que j'avais fait les bons choix dans ma vie, mais par rapport à mes enfants, crainte qui a été atténuée avec les années. Ils sont maintenant tous les deux au collège, où on sait que c'est les années qui ne sont pas les plus faciles c'est clair. Voilà, dans les rapports entre enfants ou ados. Et tout se passe bien. Voilà. Bon, très bien. Je fais un petit rétropédalage. Parce qu'en 2019, tu as quand même sorti ce livre chez Flammarion, Aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter ce que tu avais vécu ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'était à la sortie de ma 2e victoire, je rencontrais beaucoup de personnes qui me disaient « Mais comment t'es arrivée à gagner 2 fois Koh-Lanta ? Comment t'arrives à être gérante d'établissement de nuit et maman à la fois ?» Et le titre... Tout le monde se pose cette question. Donc, et le titre qu'on a choisi avec l'éditeur était très bien choisi parce que ça fait partie tout à fait de ma mentalité. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire jusqu'au bout, quitte à me planter. Il y a des choses que j'ai pas réussi aussi. Hein. Il y a 2 Koh-Lanta que j'ai pas gagné. J'ai fait Danse avec les stars, j'ai perdu au bout du 4e prime. Voilà, mais c'est pas grave. Oui, mais comme tu l'as dit, tu es plus une aventurière, tu es plus à l'aise sur ton île déserte que sur un parquet de danse. Oui, mais il fallait oser y aller quand même. Mais c'était super osé, tu veux dire. C'est pas fallait oser, c'est super osé parce que danser, moi je regarde cette émission et je me dis, mais mon Dieu, quoi, comment on peut décider d'y aller aussi là, quoi. Alors il y avait aussi, parce que si on revient sur cette expérience-là, le TF1 et la production de l'émission m'ont donné le choix de danser avec un homme ou une femme. Oui. Je savais très bien que je ne savais pas danser, que j'étais nulle. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va donner sens à ma participation et qu'est-ce qui va faire que je vais le faire avec plaisir et je vais donner le meilleur de moi-même.
on me laisse le choix de danser avec un homme ou une femme, j'ai envie de danser avec une femme, là aussi pour montrer que ça peut être joli, qu'on peut se débrouiller pour le message que ça renvoie. Et ça a donné tout son sens à ma participation. Et même si j'ai perdu au quatrième prime, j'en suis ressortie grandie. Je sais toujours aussi mal danser. Mais par contre, le message était là. Mais tu l'as fait. Tu es allé au bout de ce que tu pouvais faire. Et première candidate donc à danser avec une femme. C'est ça. Bon, bravo. Aujourd'hui, ta vie quotidienne, comment ça se passe ? Alors, ce qui n'est pas toujours évident, alors, il y a des périodes où tout roule et tout va bien. Il y a des périodes où les projets arrivent au même moment et au niveau planning, c'est compliqué. Je te comprends. Mais ma priorité reste mes enfants. Bien sûr. Donc, j'ai mes enfants une semaine sur deux, mes deux grands une semaine sur deux. La petite reste tout le temps avec nous. Ouais. Donc, c'est vrai que la semaine où mes deux grands sont avec nous, ils sont ma priorité. C'est-à-dire que je fais quasiment pas de rendez-vous. Je suis là à la sortie du collège, je suis là le mercredi, je suis là le samedi pour les amener au foot. Bien, hein. On fait des plateaux télé, on partage plein de choses. Ils sont toujours footeux ? Toujours. Okay. Donc, j'en profite à fond. Et par contre, la semaine où ils sont avec leur papa, j'essaie de caler un maximum de rendez-vous professionnels, de tournage aussi, parce que quand c'est la période, une semaine sur deux, je suis en tournage pour mon émission qui passe sur France 3 Normandie. Alors, justement, on fait un petit arrêt là-dessus, parce qu'on va faire un petit peu de pub quand même. Tu travailles sur France 3 Normandie, tu travailles pour... Ici, Normandie, Cotentin. Ici, Cotentin, c'est la radio. Ouais. D'accord, ok. Et ça valide un peu mon ancrage en Normandie. Et c'est une région que j'ai appris à connaître. Et aujourd'hui, je me sens plus normande qu'ariégeoise. Bien que le mix des deux est bien, il faut prendre du positif dans chaque culture et chaque région. Mais j'ai beaucoup d'attaches en Normandie. Et c'est une région que j'ai appris à connaître et à aimer. Et je suis ravie de la mettre en avant, que ce soit sur France 3 Normandie à travers mon émission de télé ou à travers les chroniques que je fais sur ici Cotentin. Alors, ton émission de télé s'appelle Ma petite escapade. Ma petite escapade, et je l'ai regardée quand même. Donc, toi aussi, un jour tu mets les mains dans le cambouis, un jour tu es sur l'eau avec une personnalité, un jour tu vas... c'est vachement bien de faire ça. Oui, et puis le pitch m'a tout de suite plu, c'est-à-dire que c'est une émission humaine, j'ai un invité sur chaque émission. Je passe une journée avec cet invité qui est investi dans une association dans son quotidien. Donc pendant une journée, je mets les mains dans le cambouis et je fais ce que fait mon invité. Et le deuxième jour, je le sors de son quotidien et pour le remercier ou la remercier de tout ce qu'il fait pour les autres, on va faire des activités qu'il rêve de faire et qu'il n'a jamais eu l'occasion de faire. C'est génial. Donc ça va du saut en parachute au cours de claquettes, où j'ai eu des cours de dessin, on a fait du karting, enfin c'est très varié et on essaie de s'adapter à chaque J'ai vu un jour tu étais à Étretat, le lendemain tu es ailleurs, c'est extraordinaire quoi. Et ça m'a aussi positionnée en tant qu'animatrice. Parce que moi, à la base, je n'ai pas de formation. D'où l'intérêt de ce que tu as monté, c'est d'arriver à former les gens au métier de l'audiovisuel. C'est nécessaire parce que moi, à un moment donné de ma carrière, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Bon, voilà, ça prouve que ce que tu as monté a toute son utilité. Ça prend tout son sens, comme tu le dis là, en tout cas. Oui, c'est vrai. Et j'ai appris sur le tas. Et en l'occurrence, pour mon émission de France 3 Normandie, on est beaucoup dans le partage et dans l'humain. Ouais. Et ça fait partie de mes qualités. Du coup, ça m'aide à incarner ce rôle d'animatrice parce que ça me correspond à 100%. Tu es dans le partage et dans l'humain quand même. Les capsules sur Ici Cotentin aussi. Oui, ça a été un nouvel exercice alors que je fais depuis début janvier, donc c'est tout nouveau. D'accord. Et comme tous les projets dans lesquels je me suis lancée, tu vas jusqu'au bout. J'essaie d'aller jusqu'au bout, de le faire bien. Et c'était tout nouveau pour moi. Donc la vie m'a appris qu'il faut oser se lancer, même si au départ on ne sait pas. Ouais. Par contre, je suis très claire quand on me propose un projet comme ça. Je dis j'ai jamais fait de radio. Et il m'aide au quotidien à construire mes chroniques, à parler au micro, etc. Donc, je fais, on va dire, une formation sur site. Là, pour le coup. C'est bien en temps réel, pour le coup. En temps réel, et du coup, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais je parle du patrimoine manchois, en l'occurrence, de tout ce qu'on peut faire dans la région, enfin, le département de la Manche, en tout cas. Et ça prouve qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysé. Il y a plein de choses à faire juste à côté de chez nous. Génial.
Koh-Lanta, et je vais te poser une question que je pose à tout le monde. Koh-Lanta t'a appris à relativiser. Alors, toi, c'est Koh-Lanta, les petites galères du quotidien. Aujourd'hui, faire des courses le samedi après-midi, ça t'embête pas, quoi? Ah non, pas du tout. Non, mais d'ailleurs, je le fais. Non, il y a pas du tout. Non, mais on relativise quand on fait des choses comme ça. Ouais. Et quand je te dis ça, c'est parce que, effectivement, quand on arrive dans un supermarché le samedi après-midi, il y a plein de monde partout, etc. C'est énervant. Et toi, tu dois te poser et dire, bon, allez, ça va bien se passer, on y va. Puis, puis au moins, je vais acheter quelque chose à manger, je vais avoir quelque chose à manger. Voilà, exactement. Bon, très bien. Ma dernière question, après je te laisse tranquille, Clémence. Qu'est-ce que tu penses de la formation aujourd'hui? Et alors, tu sais qu'ici, on a visité ensemble, le campus des métiers de l'image et du son sert à former, donc on en a parlé tout à l'heure, des gens pour la radio, pour la télévision. Qu'est-ce que toi, tu penses de la formation en général? Mais je trouve que c'est quelque chose qui manquait, notamment en province. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'habiter à Paris pour avoir des rêves de radio ou de télé. Et là, la proximité fait que ça peut ouvrir les portes à certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre d'aller à Paris se former, de se former en Normandie, dans des locaux que j'ai visités, qui tiennent vraiment la route et avec des intervenants qui tiennent la route aussi. Donc, je pense que c'est un vrai facilitateur de carrière, en fait. Ouais. Et après, il ne faut pas oublier qu'on y arrive par le travail. Je pense que c'est ce que tu transmets aussi. Mais là, c'est un très beau plateau pour s'initier, pour apprendre et après être performant le jour où on est prêt. De toute façon, aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui... il y a des époques où on aurait aimé avoir, pas que des outils comme ici, mais on aimerait avoir été formé. Et quand on trouve des choses où on peut aller comme ça, on se dit qu'il y a quand même, c'est top de pouvoir... Je pense que ça peut vraiment accélérer la carrière de beaucoup de personnes. Je pense aussi. Ouais, je pense aussi. Et un peu briser certaines barrières, parce que quand on n'est pas de ce milieu-là du tout, alors moi c'est grâce à Koh-Lanta que j'ai côtoyé ce milieu-là et ça m'a donné des passes droits. Et j'ai essayé d'en profiter au mieux et faire des choses qui me correspondent. Mais quand on n'est pas du tout dans ce milieu-là et qu'on a envie d'avoir des contacts, de toucher du doigt un milieu qui nous fait rêver, une école comme ça, ça facilite vraiment les choses et ça peut vraiment accélérer. Mais après, encore une fois, derrière, il faut beaucoup de travail. Il faut travailler, c'est comme tout, quoi, de toute façon. Hein. S'il n'y a pas de travail, forcément, il ne faut pas se plaindre. Ouais. Mais bon. Écoute, Clémence, merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci d'avoir répondu présente aujourd'hui pour ce podcast Destin Normand. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois la 3e à venir ici. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux. On est un petit peu partout. Mettez des likes, mettez des pouces. Et puis, abonnez-vous sur la chaîne YouTube CMIS. Merci encore Clémence et puis à très bientôt, dans 15 jours avec un nouvel invité. Merci. Merci Bruno.